On commence comme traditionnellement par un petit point sur le contexte des marchés boursiers. Benjamin, peut-être peux-tu nous donner quelques éléments d'explication. Donc là sur ce graphique, on a en cours de bleu l'évolution des fonds actions. Entre Trump, la Chine, la guerre commerciale, on a aussi l'Italie. On a aussi un regain des tensions au niveau de la croissance mondiale. On commence à avoir des petites frayeurs, commande de biens durables aux États-Unis, production industrielle en Chine qui commence à être en baisse, et des chiffres chinois aussi qui sont toujours aussi dopés sur la croissance. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Grégory, peut-être un sentiment, vous qui êtes dans la partie épargne salariale, est-ce que vous avez ressenti auprès d'investisseurs, notamment via l'épargne salariale, une fluctuation des encours à votre niveau? Les épargnants en épargne salariale, ils ne changent pas de support tous les jours. Donc ils font des choix d'allocation qui, en fonction de leur projet, de la durée de leur investissement, et ils sont généralement sur des fonds diversifiés, parfois plutôt prudents. Donc bien sûr, ils subissent les marchés financiers à la hausse comme à la baisse, mais on n'a pas noté de changement de leur allocation. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est un environnement de taux qui commence à monter, et on a des investisseurs qui sont plus prêts à placer sur des taux tranquillement, des taux US à 3%, plutôt que d'investir en actions avec un risque, en sachant qu'on est sur des niveaux assez élevés quand même. Alors justement, en parlant de risque, on a connu un mois d'octobre un petit peu noir, avec, vous voyez, la performance des principaux indices boursiers. Vous, quel est votre sentiment par rapport à ça, Benjamin? Vous qui tradez sur les marchés, qui intervenez quotidiennement, quel est votre sentiment vis-à-vis de ce marché aujourd'hui? Ce mois d'octobre, il a été violent parce qu'il était inattendu, dans le sens où on s'attendait forcément à une baisse, mais on ne sait jamais quand elle arrive, et quand elle arrive, tout le monde est un petit peu surpris, et on a une emballée de vendeurs en fait, qui crée ce sentiment de panique, et qui fait que les marchés baissent très rapidement. Donc c'est pas une surprise, mais le fait que ça arrive en octobre, surtout, bon, octobre c'est pas le meilleur mois, mais là on a un mois de novembre qui est difficile, qui a du mal à remonter, et un mois de décembre qui généralement est très positif. Et là on est dans des environnements très incertains, ça les marchés n'aiment pas, et c'est ce qui explique la baisse qu'on a en ce moment et qui je pense devrait continuer en 2019. Grégory, sur l'épargne salariale, dans les nouveaux encours que vous avez, est-ce qu'il y a justement un biais sur des fonds peut-être un peu plus prudents, un peu plus diversifiés, ou est-ce que les fonds actions restent encore assez actifs en termes de collecte? Les fonds prudents et diversifiés sont les fonds qui sont préférés dans les niveaux d'investissement, et je pense que ça sera encore le cas en cette fin d'année. Néanmoins, ce qu'on a observé ces derniers temps, c'est quand même un fort recul des placements sur les fonds monétaires. Les fonds monétaires ne rapportant quasiment plus rien. On a de facto une remobilisation de l'épargne sur des profils plus diversifiés avec une composante action. Voilà, vous avez sur cette slide la performance moyenne des fonds d'épargne salariale. On a pris des fonds, ce sont des données de la Banque de France. Donc, tout type de fonds confondus, donc fonds actions, fonds diversifiés, fonds monétaires, fonds obligataires. Concrètement, on voit qu'il y a quand même une belle corrélation. Grégory, comment vous l'expliquez? Les fonds d'épargne salariale, au final, ne se distinguent pas tellement des fonds des OPC traditionnels. Non, ils ont le même fonctionnement. Enfin, sont des fonds, j'ai envie de dire, comme les autres, les fonds d'épargne salariale, sauf qu'ils sont faits pour l'épargne salariale, donc avec une particularité qui est leur gouvernance, puisque c'est une gouvernance dans l'entreprise, mais sinon ils sont appuyés sur les mêmes catégories, on va retrouver les mêmes catégories de fonds prudents, diversifiés, actions, par thème, beaucoup d'investissements socialement responsables aussi, et donc il n'est pas illogique qu'en moyenne, ils suivent la performance des autres EPCVM. Benjamin, sur ces fonds d'épargne salariale, justement, est-ce que tu penses que ces fonds sont optimisés en termes de gestion, de processus de valeur? On sait que les fonds actions, notamment, recourent à pas mal d'analyses techniques. Est-ce que dans ces fonds d'épargne salariale, on reste sur ce modèle de sélection de valeur très important? On a déjà la chance d'avoir souvent une dizaine de fonds qui nous est proposé en épargne salariale.
Et donc ça nous permet en fait, parce qu'il faut voir ça comme un investissement long terme dans lequel on va mettre des dépôts réguliers, et donc il faut trouver un placement qui correspond à notre risque et à notre horizon. On ne va pas placer pareil quand on a 25 ans que quand on en a 50. Donc je pense que quand on est plus jeune, vu qu'on a plus le temps de venir et que l'historique nous dit globalement les actions n'ont fait que monter sur ces dernières années, il faut aller sur des placements plus risqués. Et quand on a moins le temps et qu'on est plus âgé, qu'on est proche de la retraite, il faut aller sur des placements moins risqués. Donc là, on a une petite analyse justement des performances en 2018. Sur ces fonds d'épargne salariale comme les fonds traditionnels, vous avez pu constater donc une forte baisse sur les petites et moyennes capitalisations françaises. Du côté d'Amundi, quel est votre sentiment vis-à-vis de ces différentes catégories? Vous proposez à vos clients un ensemble, un spectre assez large pour investir? Bien sûr, les marchés actions plus principalement sont un peu compliqués depuis quelques mois. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient été excellents les 3 dernières années précédentes. Donc il y a des hauts et des bas sur les marchés actions. Donc je pense que ce qui est très important, c'est ce qui a été dit, c'est quel est son horizon d'investissement. En épargne salariale, il est plutôt long parce qu'on a un blocage théorique des sommes investies pendant 5 ans, mais finalement, en moyenne, les salariés restent plus de 8 ans. Donc on est sur des horizons longs et donc il faut se donner du temps. Et quand on a du temps, on peut prendre un peu de risque. Donc il ne faut pas regarder forcément les performances tous les jours parce que forcément ça va fluctuer à la hausse ou à la baisse. Néanmoins, on sait que sur longue durée, des profils diversifiés, ou en tout cas avec une composante significative d'actifs dits risqués, fabriquent au bout une meilleure performance. Benjamin, sur les classes d'actifs, donc là on voit sur les 2 dernières lignes notamment tout ce qui est obligataire et monétaire, on est sur des performances négatives. Sur les marchés actions, pareil. Aujourd'hui, c'est assez compliqué de trouver de la performance sur les marchés. C'est plus compliqué, oui. On a juste les US en fait qui sont en moyenne positive sur cette fin d'année, tout simplement parce que c'est là où on a eu le plus gros vecteur de croissance boursière, parce que c'est eux qui ont les plus belles technos, tout simplement. Quand on tombe, l'Europe tombe avec eux, la France aussi. Les mid et les small caps, je ne vais pas me prononcer parce que j'y connais absolument rien, mais là je pense qu'on peut arriver sur des moments où on peut profiter, parce qu'on peut arbitrer son épargne salariale, aller sur des environnements moins risqués, voire même du monétaire, hein, même si ça gagne très peu, si ça perd un petit peu, c'est toujours mieux que de perdre 10, 15, voire 30% si on arrive dans des années qui sont pas bonnes. Moi je pense que 2019 ne sera pas terrible, ou en tout cas tout le début et toute cette fin de Q4 2018 ne sera pas forcément bonne. Et l'avantage de l'épargne salariale, c'est qu'elle n'est pas forcément fixe, on a le droit à quelques arbitrages, donc je ne sais pas s'il y a un nombre limité. Non, il n'y a pas de nombre limité d'arbitrage, on peut changer autant qu'on veut et c'est le plus souvent gratuit en plus, donc pas de problème. Donc il faut en profiter et savoir gagner dans des belles phases de marché. Là on est très haut, on a un risque d'incertitude. Je pense que le plus sage serait d'aller vers du monétaire ou alors si vous voulez garder un petit peu d'actions, il y a des fonds qui proposent 30% d'actions, 70% en oblique par exemple. Alors Grégory, justement, là sur cette slide, on peut voir l'épargne salariale en quelques chiffres. C'est un dispositif quand même qui concerne pas mal de monde au final. Pas mal de monde peut avoir accès, alors est-ce que tout le monde l'utilise et s'en sert? Alors oui, l'épargne salariale, c'est vraiment une épargne populaire, hein, dans le sens où on a à peu près 9 millions de salariés et d'anciens salariés français qui disposent d'épargne salariale, ce qui représente à peu près 56%, enfin un peu plus d'un Français sur 2 du secteur privé, hein, de salariés du secteur privé, donc c'est très bien diffusé. Les entreprises qui disposent de ces mécanismes de partage du profit, hein, car finalement l'épargne salariale, c'est au travers de la participation, de l'intéressement, des mécanismes de partage du profit collectif en entreprise, se diffusent et se diffusent de plus en plus, y compris dans les petites et moyennes entreprises qui sont, elles, aujourd'hui les moins équipées, et demain, avec notamment la loi Pacte qui se prépare et qui, pour un certain nombre d'éléments,
entre en vigueur au travers une baisse du forfait social dès le 1er janvier 2019, ça devrait encourager ces petites entreprises qui n'avaient pas encore mis de dispositif d'épargne salariale à le faire. Et donc on est très confiant pour le développement de l'épargne salariale. Alors, en grande masse, c'est 135 milliards d'euros. C'est 17 milliards distribués aux salariés bénéficiaires chaque année, donc c'est quand même des sommes assez conséquentes. Il y a un peu plus de la moitié qui s'investissent ensuite, hein, on peut le percevoir, hein, on peut en profiter immédiatement, mais on peut aussi l'épargner. Et c'est à peu près plus de la moitié qui s'investit sur les plans d'épargne, et dont une bonne partie en action, puisqu'il y a au travers il y a des fonds, comme on en a parlé, traditionnels, mais aussi au travers de l'actionnariat salarié, plus de 50% qui s'investit en action. Sur ces sommes qui sont collectées? Oui, alors c'est un gros tiers de participation, c'est un deuxième tiers d'intéressement, et on doit avoir le restant, qui est principalement des versements volontaires accompagnés d'un abondement, c'est-à-dire une aide de l'entreprise pour suivre le versement que le salarié fait dans son plan d'épargne. C'est une équation à plusieurs acteurs, il y a les salariés bien sûr, mais aussi leurs employeurs. Là sur cette slide, on voit 93,5% des entreprises de 1000 salariés au plus ont un dispositif d'épargne salariale. Est-ce qu'il y a toujours un frein un peu technique? Les entrepreneurs ont un peu une phobie de la paperasse, entre guillemets. Est-ce que c'est toujours compliqué d'ouvrir, de mettre en place un plan d'épargne salariale pour les petites structures? Alors, non, ça l'est pas, mais c'est en effet, comme vous le dites, sans doute une image que beaucoup de chefs d'entreprise, et notamment de petites entreprises, ont. Néanmoins, c'est possible. Hein. Il y a à peu près un peu moins de 20% des entreprises de moins de 50 salariés qui ont un dispositif. Il faut que, pour qu'il y ait partage du profit, il faut qu'il y ait profit. Hein. Donc, c'est la condition de base. Donc, certaines entreprises, certains dirigeants d'une entreprise doivent penser que ce n'est pas le moment encore de partager les fruits de la croissance. Mais en tout cas, c'est possible. C'est de plus en plus simple et ça va l'être encore plus avec la loi Pacte, notamment avec des délais, j'en parle dans le détail, mais administratifs, du raccourci et des procédures simplifiées. Et puis il faut que ces entreprises aient le bon réflexe de se faire accompagner par leur conseil, par leur banque, par leur expert comptable notamment, pour les encourager et les aider à mettre ça en place. Alors, l'impact de cette loi Pacte, tout le monde en parle un petit peu en ce moment dans le secteur. Là, sur cette slide, on voit pour une PME, concrètement, est-ce que ça va révolutionner un peu le secteur de l'épargne salariale, cette loi Pacte? Alors, on pense que ça va le révolutionner, mais ça va le booster, dans le sens où la loi Pacte, et plus précisément le projet de loi de finances qui est en cours de vote en ce moment, qui rentre en vigueur au 1er janvier 2019, acte une baisse, une annulation même, du forfait social sur l'épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc ça va, ce qui était déjà très attractif, si on revient sur le slide peut-être d'avant, sur le plan fiscal, il le sera encore plus. Quand on regarde l'efficacité d'une prime d'intéressement, par exemple, versée aux salariés, entre ce que ça coûte à l'employeur, toute charge comprise, et ce qui, in fine, reste dans la poche du salarié, on voit une efficacité de 90%. Donc c'est considérable. Pour rappel, on a mis à côté le traitement d'un salaire et le traitement d'une prime d'intéressement immédiatement perçue. Alors, bien évidemment, ça dépend de son taux d'imposition personnelle aussi, parce qu'il n'y a pas d'impôt sur le revenu, sur ces primes quand on les place dans le plan d'épargne, mais en tout cas, c'est très attractif et ça doit être un électrochoc pour toutes ces entreprises qui n'ont pas mis encore de partage de profit à minima y réfléchir et sans doute pour un certain nombre d'entre elles passer à l'acte. Benjamin, sur ces dispositifs, est-ce que ce sont des choses que vous regardez aussi avec peut-être un regard un peu plus lointain près des salles de marché? Ou c'est quand même un acteur, ça fait partie de ces acteurs institutionnels qui sont incontournables aujourd'hui? Je sais que quand on a les périodes d'intéressement, de participation et d'abondement,
on va faire attention parce qu'on va avoir une allocation d'actifs importante arriver sur le marché, et donc du coup plus de volume, et on va essayer de s'en servir pour mieux comprendre le marché, mais sinon ça va pas plus loin. En termes d'allocation d'actifs, Grégory Siès, quelle est la part d'épargne salariale qu'un salarié doit constituer dans son patrimoine? Est-ce qu'on ne doit pas non plus avoir une disproportion, avoir aussi d'autres types d'épargne, et pas uniquement que de l'épargne salariale? Je ne pense pas que les Français n'aient que de l'épargne salariale, même si je n'aurais rien contre, bien évidemment, mais non, c'est avant tout une optimisation. Quand on perçoit une prime, participation d'intéressement grâce à son employeur, il est évidemment intéressant de l'épargner dans un dispositif d'épargne salariale, car c'est le seul où on peut la défiscaliser. Et peut-être percevoir l'aide de son employeur, l'abondement en plus. Après, libre à chacun d'épargner de manière volontaire et supplémentaire dans l'épargne salariale ou dans d'autres dispositifs. Néanmoins, ce qu'on rappelle, c'est que l'épargne salariale est un très bon dispositif d'épargne, puisque, il est mis en place de manière collective et la plupart des frais sont pris par l'entreprise, par son employeur. Donc le salarié a, en termes de frais, un intérêt à verser dans son dispositif d'épargne salariale. Et puis par ailleurs, ces dispositifs sont excellents en termes de fiscalité à la sortie, puisqu'il y a une exonération de l'impôt sur le revenu, il y a juste de la CSG-CRDS, donc 17,2 au taux en vigueur aujourd'hui, sur les plus-values. Donc ça rend, dans le panorama des dispositifs d'épargne salariale très connus, que peuvent être le PEA ou l'assurance vie ou autre, une performance excellente pour le dispositif d'épargne salariale. Et d'ailleurs, les Français ne s'y trompent pas, parce qu'ils y vont massivement, et notamment les plus jeunes, parce que c'est souvent leur première épargne, longue en tout cas, pas l'épargne qu'on peut avoir sur son compte courant, mais c'est la première épargne longue des moins de 40 ans. Et donc ça, c'est quand même un signal, je trouve, très fort. Et puis par ailleurs, ils épargnent dans ces dispositifs parce qu'ils savent qu'ils ont des cas de déblocage, comme le mariage, comme l'acquisition de la résidence principale, qui les rassurent dans ces plans. Et d'ailleurs, pour les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois leur appartement ou leur maison, l'épargne salariale est la première source d'apport personnel. Donc on voit qu'il y a une vraie corrélation entre cet effort d'épargne, notamment chez les plus jeunes, c'est vrai aussi pour les plus de 40 ans, on peut les oublier, mais un vrai lien entre l'épargne salariale et les jeunes, et notamment avec un attrait très fort qui est l'achat de la résidence principale. En préparant cette conférence, j'ai sondé un panel assez large, et ce qui est revenu souvent, c'est que l'épargne salariale est quelque chose qui est utile, qui est assez intéressant d'un point de vue financier, mais qui reste assez flou. On a une communication qui est assez lointaine, on reçoit souvent des papiers quand on rentre dans l'entreprise, des courriers dans l'année, mais ça reste quelque chose qui est assez peu concret pour les salariés. Vous, qui êtes acteur, qui distribuez donc ces fonds d'épargne salariale, qu'est-ce que vous mettez en place pour rendre ces fonds et cette épargne salariale plus concrète pour les salariés? Alors, les choses changent, et notamment avec les nouvelles technologies. Mais peut-être un point de rappel, l'épargne salariale est une épargne dans l'entreprise. Donc en fait, elle est quelque part intermédiée par l'entreprise. On ne va pas contractualiser avec l'individu direct. On contractualise avec une entreprise qui met à disposition pour ses salariés. Donc peut-être que ça explique un défi de communication et d'information. Mais grâce bien sûr à Internet, mais de plus en plus les applications mobiles qui sont extrêmement fluides, tous les outils de pédagogie aussi, parce que finalement il n'y a pas mieux que l'épargne salariale pour être, parmi d'autres, mais un axe de pédagogie économique et financière pour les salariés et donc pour les épargnants. Donc on met en place un très grand nombre d'outils, on met aussi en place des outils pour les aider au choix de placement. Ça c'est généralement quand on reçoit sa prime et pour la placer, on dit bon, bah, sur quel fonds je la place. Puis là,
Enfin, on ne sait pas. On demande ce que fait son voisin de bureau, ainsi de suite. Donc je caricature un peu, mais on fait énormément de pédagogie physique dans les entreprises, mais on en fait aussi par les outils et technologiques, grâce à des robots conseillers qui, en fonction de votre profil d'investisseur qu'on va déterminer ensemble, va vous proposer une allocation, une répartition. Sur ce conseil, c'est une activité qui est amenée à se développer. C'est vrai qu'on a pas mal de conseils, notamment dans le cadre du salon actionnariat, il y a pas mal de structures qui proposent des conseils sur des actions dans lesquelles investir. Sur l'épargne salariale, on a un peu l'impression que c'est un peu un angle mort. Il n'y a pas forcément d'analyste, il n'y a pas forcément de sociétés de conseil qui vont vous dire allez dans tel fonds ou dans tel autre. On se retrouve un peu comme le disait Benjamin avec une dizaine de fonds. Et puis après, on prend selon son profil de risque, soit un prudent, soit un dynamique. Mais on n'a pas forcément cet aspect de conseil. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut se développer? Alors, oui, le conseil, il existe, mais on est dans des dispositifs collectifs chez l'entreprise. Donc, c'est pas la même chose, d'ailleurs, c'est pas la même réglementation non plus qu'un produit purement individuel. Néanmoins, il y a un besoin d'aide à la décision, d'information et de conseil. Et donc, au travers des outils que je mentionnais, il y a en effet une vraie aide et un vrai conseil qui est proposé aux épargnants. Après, la plupart des épargnants font quand même des choix qui nous semblent, en tout cas par rapport à leur profil, plutôt corrects. On est passé d'une situation où il y a encore 10 ans, tout le monde allait dans le monétaire, enfin je caricature un peu, mais en tout cas majoritairement, on voit qu'aujourd'hui on a une épargne qui est beaucoup plus diversifiée, et on sait que la diversification c'est la meilleure approche a priori pour répartir le risque et pour avoir une bonne performance, et les plus pointus, ou ceux qui ont un peu plus d'épargne, parce qu'on va plus ou moins être intéressé en fonction de la quantité que représente cette épargne, ils disposent de tous les outils qui sont vraiment extrêmement utilisés. On a, petite anecdote, on a lancé notre robot conseil en début d'année, janvier de cette année. On a déjà plus de 150 000 épargnants qui l'utilisent, qui se sont profilés et qui ont cette aide et ce conseil. Donc, on voit que voilà, il suffit de proposer, donc à nous d'innover, ce qu'on fait en permanence. Mais oui, c'est possible. Vous parlez d'innovation, comment l'offre s'adapte? On voit qu'il y a des nouvelles thématiques d'investissement qui sortent un peu chaque année. Alors il y avait l'année dernière, on parlait de crypto-monnaie, du bitcoin, mais également de manière plus générale de tout ce qui est gestion passive qui émerge aussi dans le secteur. Est-ce que justement l'offre d'épargne salariale s'adapte? Est-ce qu'on pourrait par exemple avoir à terme de la gestion passive dans de l'épargne salariale qui pourrait être proposée à nos clients, ou même d'autres thématiques d'investissement en dehors des traditionnels fonds actions, fonds obligataires ou fonds monétaires? Alors oui, l'épargne salariale est un berceau d'innovation. Hein. C'est une épargne longue, donc elle est propice à toute l'ingénierie qui peut être dédiée à l'épargne de long terme, comme l'intégration de capital investissement, comme intégration d'immobilier. Hein, on a mis énormément dans nos fonds long terme ces derniers temps, mais aussi de la dette et d'infrastructure. Donc des choses un peu différentes que l'action, l'obligation classique. Hein. C'est également le berceau c'est le berceau du solidaire, de l'économie solidaire. Hein. Plus d'1 milliard, je le rappelle, investi grâce à l'épargne salariale dans des fonds solidaires, hein, ce qui vient financer l'économie et sociale du solidaire, car les épargnants souhaitent aussi donner du sens hein, à leur épargne. Pour ce qui est de la gestion passive, oui, c'est possible. Alors après, il y a des réglementations propres à l'épargne salariale, donc on ne peut pas forcément tout mettre et tout proposer via l'épargne salariale, car c'est quand même encadré. On n'est pas là non plus pour faire prendre des risques inconsidérés à des épargnants qui disposent d'un dispositif dans leur entreprise, mais en tout cas, il n'y a pas de frein à l'innovation, bien au contraire.
ce métier qui est celui de l'épargne salariale a énormément innové. Il suffit de regarder ce qu'il était il y a encore 5 ou 10 ans pour noter cette innovation. Et je pense que ça va continuer, ça va même s'amplifier grâce notamment aux boosters que représente la loi Pacte pour l'épargne salariale. Quand on parle d'épargne salariale, on parle souvent aussi d'actionnariat salarié, parce que c'est aussi une voie assez intéressante et très concrète pour les salariés d'investir dans leur propre entreprise. Aujourd'hui, comment se porte l'actionnariat salarié? Est-ce que ça reste encore un beau moteur d'épargne salariale? L'actionnariat salarié, dans l'épargne salariale, grâce à l'épargne salariale, ça représente 3,5 millions de Français qui sont actionnaires de leur entreprise. Donc ils sont restés, ils ont pu partir à la retraite tout en restant actionnaires. C'est une des principales sources de l'actionnariat individuel en France. Donc c'est extrêmement important. Et ici, au salon de l'actionnariat, ça me paraît évidemment résonner encore plus. Ensuite, c'est un domaine dans lequel la France est championne d'Europe et même peut-être championne du monde. Il n'y a que les pays vraiment de type anglo-saxon qui ont un actionnariat salarié peut-être un peu plus développé, mais en tout cas, on a vraiment un savoir-faire en France pour ces dispositifs et la promotion de l'actionnariat salarié. Cet actionnariat salarié va aussi être extrêmement encouragé demain grâce à la loi Pacte, puisqu'on a une fiscalité grâce au forfait social qui va baisser de moitié sur les aides de l'employeur pour que son salarié investisse en actions de son entreprise. Il y a des mesures un peu techniques d'abondement unilatéral qui seront permises et qui permettront d'embarquer tous les salariés dans ce dispositif dédié à l'investissement en actions de l'entreprise. Et puis je crois que la vertu, qui est celle de l'alignement et des intérêts entre l'actionnaire, la direction et les salariés, cette vertu que représente l'actionnaire salarié par l'alignement de ses intérêts, est en train de faire un peu son chemin dans la tête de nos patrons d'entreprise. Et donc, il y a des choses qui se débloquent et il y a de plus en plus d'entreprises de taille moyenne ou taille intermédiaire qui mettent en place ces dispositifs-là. Et généralement, quand elles le mettent en place, elles le mettent en place pour la durée. Et donc, je pense que l'actionnariat salarié a un très bel avenir devant lui. Benjamin, l'actionnariat salarié, c'est un critère que vous regardez dans les sociétés dans lesquelles vous investissez, dans lesquelles vous sélectionnez. Est-ce que ça fait partie d'une composante importante dans votre processus de valeur? Alors, dans ce que je fais, mon investissement est trop court pour que je me pose ce genre de questions. C'est pas quelque chose sur lequel vous prenez en compte? Pas du tout. Alors justement, vous avez, sur ces slide-là, on a deux fonds. Donc le premier fonds, c'est un fonds d'épargne salariale plutôt prudent. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le fonctionnement justement d'un fonds prudent? Quelle est sa stratégie? Sur quel horizon de temps c'est investi? Alors là, il s'agit d'un fonds commun de placement d'entreprise que nous gérons, qui s'appelle Amundi Conviction. Donc c'est pas vraiment un fonds prudent, c'est plutôt un profil quand même dynamique. Hein. C'est un fonds qui a un objectif vraiment de long terme et donc qui va pouvoir abriter en son sein des investissements vraiment dédiés au long terme. Donc on va parler d'immobilier, on va parler de capital investissement, donc tout ce qui est financement en fonds propres, en capital, dans les PME, dans les ETI sur nos territoires. Au passage, ce sont ces entreprises qui créent le plus d'emplois en France, donc c'est aussi bien de renforcer leurs capitaux propres pour qu'elles puissent investir, croître et créer de l'emploi, faire la parenthèse. Et puis un certain nombre d'autres types plus classiques, hein, des actions, des obligations, bien sûr diversifiées en termes d'allocation géographique. Hein, il n'y a pas que la France, il n'y a pas que l'Europe, mais il y a aussi les pays émergents, il y a aussi bien sûr l'Amérique du Nord. Et donc c'est un fonds qui a cette vocation pour l'épargne longue, pour accompagner sur 7, 8, 10, 15 ans l'épargne des salariés.
Sur l'investissement socialement responsable, on voit un petit peu que tous les acteurs se sont largement développés sur cette thématique. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'épargne salariale égale investissement socialement responsable sur tous les fonds? Alors, alors ça dépend des acteurs, mais en tout cas, chez Amundi, nous avons des diams donc, qui sont investissements socialement responsables, qui sont d'ailleurs labellisés aussi. Il y a plusieurs labels qui existent. Et cette gamme a une place extrêmement prépondérante dans nos offres. Nous n'avons pas que ça, parce que nous avons aussi des demandes plus spécifiques. Il n'est pas toujours aisé de labelliser des fonds qui sont investis dans les pays émergents notamment, etc. Donc il ne faut pas non plus tout généraliser, mais enfin, c'est clairement une tendance qui se développe très positivement, et de toute manière, de manière plus générale, les critères d'environnement, sociétaux et de gouvernance sont de plus en plus pris de manière systématique dans la gestion d'actifs, que ce soit en épargne salariale, mais aussi plus globalement sur les autres typologies. Alors là, on voit votre fonds à votre direction Euro Mid Cap. Que pouvez-vous nous dire de ce fonds qui investit, comme son nom l'indique, sur des mid cap européennes, zone euro peut-être même plus précisément? On voit 48% sur 5 ans. C'est aussi un placement d'épargne salariale qui peut aussi rapporter, plus que même l'avantage en termes de fiscalité ou d'abondement. C'est évidemment un des objectifs de l'épargne salariale, c'est de constituer dans des conditions extrêmement favorables fiscale pour l'employeur, mais surtout pour le salarié, une épargne, mais aussi de faire fructifier cette épargne. Et d'ailleurs, la plus-value de cette épargne, elle est également fiscalement intéressante, puisqu'elle est exonérée d'impôt sur le revenu à la sortie, il y a des cas de déblocage anticipé, ainsi de suite. Mais oui, notre objectif et notre métier, c'est de faire fructifier l'épargne des salariés qui nous les confient. En fonction de leur profil de risque, en fonction de ce qu'ils souhaitent prendre ou pas comme risque, mais en tout cas, s'ils nous demandent de la faire fructifier dans le temps, il faut qu'on soit au rendez-vous. Et en effet, ce fonds Euro Mid Cap, donc c'est un fonds qui investit dans des entreprises de taille intermédiaire en France et en Europe, sur les zones euro, est en effet présente une très belle performance sur les 5 dernières années, parce que ce sont principalement les PME et les ETI, françaises, mais pas que, en Allemagne, en Italie, etc., qui ont eu des taux de croissance extrêmement forts, qui ont profité de la croissance européenne, mais aussi mondiale, car elles exportent, et donc ça s'est ressenti bien évidemment dans leur niveau de croissance et donc dans leur niveau de valorisation en bourse. Donc ça fait partie des fonds qu'on propose dans les gammes des épargnes salariales. Et ce que j'aime bien un petit peu dans ce fonds, ce que j'ai fait un petit peu mes devoirs, c'est qu'il est en dividende réinvesti et ça vous permet encore de capitaliser sur ce que vous avez gagné pendant toute la durée de votre placement, et c'est un des critères qui me semble intéressant en tout cas. On parle justement d'épargne de longue durée. Est-ce que vous avez une idée un peu de la durée moyenne de conservation de l'épargne salariale Oui, alors sur le plan d'épargne, c'est supérieur à 8 ans, comme je le disais. Si on fait un focus sur l'actionnariat salarié, on dépasse les 11 ans. Donc on voit que finalement, les actionnaires salariés sont très attachés aux actions de leur entreprise ou de leurs anciennes entreprises. Et puis on a le PERCO, le plan d'épargne retraite collectif, qui est le pendant du plan d'épargne, mais à vocation retraite, donc bloqué jusqu'à la retraite, et où là on est sur une durée moyenne d'investissement qui est supérieure à 20 ans. Donc vous voyez, 20 ans, c'est considérable en termes d'accumulation de capital et en termes de performance cumulée, dividendes réinvestis, comme je dis, ce qui est la norme en épargne salariale. Et donc l'idée, c'est bien de s'accumuler un capital. Alors après, on l'utilisera comme on veut à la fin, mais c'est bien le but, et d'où la sélection de fonds performants ou des locations en tout cas performantes. Alors avant la séance de questions-réponses, une dernière question, peut-être un conseil à donner à
à des salariés qui ont globalement chaque année à investir leur participation, leur intéressement? Quelles sont peut-être les erreurs à ne pas commettre quand on a à faire ce choix? Alors moi je crois qu'il faut dire aux salariés, alors un certain nombre l'ont déjà, mais d'avoir le réflexe épargne salariale. Le réflexe pour, s'y intéresser, s'informer, hein, c'est aussi à nous, chacun, de s'intéresser et de s'informer, et puis d'en profiter, parce que placer sa prime de participation ou d'intéressement, percevoir de l'abondement de son employeur, il n'y a que dans le plan d'épargne, donc c'est de toute façon évidemment un bon réflexe, sauf si on a besoin de cet argent immédiatement, bien entendu. Et puis avoir ainsi un bon réflexe dans les supports qu'on va choisir, et puis de bien comprendre tous les avantages de l'épargne salariale. Les frais sont pris en charge par l'entreprise, on a accès à des supports qui sont performants, qui sont généralement pas trop chargés. Donc il y a toute une vertu qui se développe autour de ces dispositifs. Et je suis toujours surpris des comportements qui visent à, dès que c'est possible, dès que l'épargne devient disponible, par exemple au bout de 5 ans sur le plan d'épargne, à sortir tout de suite de cette épargne pour la placer sur son livret A ou sur je ne sais quoi. Et je le dis comme ça de manière un peu clin d'œil, mais pourquoi faire? Investir sur un livret A pendant 7-8 ans, c'est finalement conserver son pouvoir d'achat? Non, parce que le livret A rapporte moins que l'inflation. Mais il y a un sentiment de dire, oui, mais si c'est sur mon livret A, au moins c'est disponible. Ben non, quand c'est disponible dans les 25 ans, vous pouvez pêcher dedans quand vous voulez, mais vous pouvez le laisser fructifier. Donc il n'y a pas le réflexe encore à 100% du dispositif d'épargne salariale dans la gestion patrimoniale. Et je pense que c'est ça notre enjeu de demain. Et je pense que notamment la loi Pacte avec les excellentes mesures, notamment sur le plan fiscal, vont nous permettre de remettre en lumière et de encore mieux communiquer pour le faire savoir. Merci. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Monsieur, on va vous donner un micro. Alors, 3 questions, 4, 5, 6. Très bonne question. Bonjour, excusez-moi. J'étais pas là au début, donc vous avez peut-être répondu à certaines questions. J'ai une entreprise, une petite entreprise avec ma femme. On a mis en place un plan d'épargne d'entreprise chez UFR, donc des produits Amundi. Tout se passe bien, j'allais dire. Sauf que ce qui est un peu décevant, c'est que j'ai appelé aussi Amundi, puisque l'UFR nous renvoie quelquefois sur Amundi pour avoir des informations. Et sur le produit qu'on a choisi, bon, on investit à long terme, Merco, etc. Donc on prend le produit le plus risqué. Hein. Mais c'est impossible de savoir les montants bruts versés. Alors, vous pouvez me dire, je dois les savoir, parce que c'est moi qui ai versé, je fais des retraits éventuels. Et donc la plus-value latente. Donc ce qu'il y a, moi je vais sur les courbes, je vois, mais si vous voulez, c'est pas si précis que lorsque vous avez un PEA, par exemple, vous savez combien vous avez versé, ou toute assurance vie, on sait combien on a versé en brut, moins les frais, et on sait la valeur à l'instant T du fonds. Et je trouve qu'il y a un manque de transparence. Et un autre point, alors moi quand je retire pas pour mettre sur livret A, mais je retire pour remettre une action aussi, hein, éventuellement des ETF, des trackers, etc., ou des actions directes, mais finalement, je ne me considère pas en plus fort que les gérants, puisque je pense que les trackers battent sur le long terme, mais est-ce que je ne fais pas même une bêtise et en fait, c'est parce que je n'ai pas cette information. La performance de votre épargne, la performance par support des investissements. Et il est vrai qu'on ne peut pas toujours présenter la plus-value, non pas de votre épargne sur les placements, parce que ça, on le fait, on est même obligé de le faire, puisqu'il y a, in fine, quand vous sortez de la CSG CRDS sur cette plus-value, donc on a les compteurs qui sont évidemment là pour ça. Donc là, c'est un problème d'affichage par rapport à votre souhait de voir la somme de vos versements
par rapport à l'état de votre épargne à un moment donné. Alors c'est peut-être pas en lecture directe de pouvoir le faire avec en effet la somme de ces versements, mais j'entends, c'est peut-être quelque chose qu'on peut assez facilement améliorer. Alors avec la nouvelle loi là, qui est en préparation, et les questions de rassembler les PERCO avec les PER. Et au niveau sortie en fiscalité, la plus-value serait imposée selon lui. Bon, actuellement, on ne peut pas bien répondre parce qu'elle est en cours. Alors oui, la loi Pacte, elle est en cours, elle a été votée en première instance à l'Assemblée nationale et elle sera débattue au mois de janvier au Sénat et très probablement votée au mois de mai. On a une bonne connaissance, même si rien n'est certain. En deux mots, parce que ce n'est pas l'objet de la conférence, mais il y a un cadre commun qui va être donné à l'ensemble des dispositifs d'épargne retraite, dont le PERCO fait partie, un dispositif collectif en entreprise, mais comme aussi d'autres, comme le PERE article 83, qui est un autre dispositif en entreprise, ou comme des dispositifs individuels de type PERP ou Madelin. L'ensemble de ces dispositifs auront une fiscalité et des règles de fonctionnement communes, c'est des règles du jeu communes, et notamment sur la fiscalité et la sortie, mais, et c'est ça votre question, qui sera différente en fonction des sources d'alimentation. Donc un versement volontaire sera défiscalisé, ou défiscalisant plutôt à l'entrée, donc il viendra en déduction de votre revenu imposable. Ça c'est une nouveauté pour le PERCO. Hein, donc quand je fais un versement dans le PERCO de demain, j'aurai un gain fiscal à l'entrée. C'était déjà le cas dans le PERP ou dans d'autres produits. Ça sera harmonisé. Ces versements volontaires à la sortie seront du coup fiscalisés. C'est pas encore précisément sous quelle forme, ça sera le texte qui le dira. Pour ce qui est des sources d'alimentation liées aux primes de participation d'intéressement ou d'abondement de l'entreprise, ça ne changera pas. Il y aura toujours une défiscalisation à l'entrée, puisque une prime de participation ou d'intéressement n'est pas fiscalisée quand vous la placez sur un PE ou sur un PERCO, et à la sortie, ça sera le cadre fiscal de l'épargne salariale, donc seulement de la CSG-CRDS sur les plus-values, pas d'imposition sur le revenu. D'accord ? Donc ça ne change pas. Hein, donc ça vous rassure, je pense, dans votre interrogation. Une autre question ? Oui. Qu'est-ce qui se passe au moment du départ à la retraite du salarié? Est-ce que l'épargne salariale se poursuit? Est-ce qu'il y a des changements qui adviennent du fait de ce départ? Alors, votre épargne salariale, quand vous partez à la retraite, déjà, elle devient, si ce n'était pas le cas avant, elle devient disponible. Donc, vous pouvez la retirer, piocher dedans, ou la laisser fructifier en totalité ou en partie. La seule chose qui change quand vous partez à la retraite, ou d'ailleurs quand vous quittez votre entreprise, si vous ne transférez pas votre épargne salariale vers l'épargne salariale de votre nouvel employeur, c'est qu'il y a un certain nombre de frais qui devient de facto à la charge de l'épargnant. Je parlais de cet avantage formidable qui est celui du l'épargne salariale, c'est que les frais sont pris à la charge par l'employeur, et bon, quand vous avez peu de l'employeur, vous êtes à la retraite, ces frais dits de tenue de compte sont à la charge du salarié. Voilà, c'est la chose qui change. Le régime fiscal reste le même. Le régime fiscal reste le même, bien évidemment, et un grand nombre de retraités, puisque c'est votre question, conservent leur dispositif, parce que c'est un super dispositif où, pour continuer à épargner, tout simplement. Vous pouvez continuer à faire des versements volontaires, vous pouvez continuer, notamment dans le PERCO, vous pouvez continuer à piocher dedans, parce que c'est de facto de l'épargne disponible puisque vous êtes à la retraite, et tout ça dans un cadre fiscal très avantageux. Donc c'est extrêmement souple et performant pour son épargne à la retraite aussi. Oui, bonjour. Quel conseil donneriez-vous pour quelqu'un qui est confronté pour la première fois en fait, à l'épargne salariale? C'est pour faire suite à la question qui avait été posée par votre collègue. En termes
d'optimisation, si vous voulez, de l'épargne salariale. Selon le profil dynamique ou pas dynamique, selon qu'on est jeune ou pas jeune. En fait, en termes de pourcentage, quel est le conseil que vous donnez par exemple? Oui, alors justement, ça va dépendre de votre profil de risque. Est-ce que vous êtes quelqu'un de très prudent? Est-ce que vous acceptez de prendre un peu de risque? Ça va dépendre de votre âge, ça va dépendre de la durée que vous imaginez pour votre investissement. Si vous me dites, mais moi de toute façon, dans 18 mois, je dois tout débloquer pour acheter ma résidence principale, là, on va vous conseiller de rester sur des choses extrêmement prudentes. A contrario, si vous dites, mais moi, j'ai pas de projet et j'ai a priori, c'est vraiment de l'épargne que je vais mettre de côté pour le long terme, pour ma retraite, là, en fonction de votre âge, on va vous proposer des choses plus diversifiées, donc plus risquées, parce qu'avec le temps, on peut prendre un peu plus de risques pour vous offrir une meilleure performance. Donc en fait, il n'y a pas une réponse, ça va dépendre de la situation de chacun, et c'est pour ça qu'on propose ces aides en fait à la décision, ces aides à l'allocation, notamment, mais pas que, mais notamment au travers d'un robot conseiller qui va vous questionner justement pour connaître votre profil de risque, votre âge, vos projets, la connaissance aussi que vous avez des marchés financiers, on va intégrer cette donnée-là, et pour vous faire des propositions d'allocation, de répartition de votre épargne par rapport à vos projets et votre profil. Donc je ne peux pas vous répondre, mais ça va aller d'un profil extrêmement prudent pour quelqu'un qui a un projet à très court terme. Ça va passer pour des personnes qui ont un profil équilibre, on va dire comme moi par exemple, j'ai moi-même de l'épargne salariale, bien évidemment. Une allocation assez diversifiée. Moi, j'ai mis un horizon de temps plutôt long, où je vais être à plus de 50% en action, et puis le reste de manière un peu plus diversifiée sur des profils un peu plus prudents. Donc voilà, on va retrouver toutes les types d'allocations. La réponse de Grégory. Je pense que le plus simple, c'est le choix du bon sens, de regarder l'ensemble des fonds que vous avez, voir comment ils performent en marché aussi, vu que là, tous les fonds sont acheteurs, pour faire très simple. Si on a, par exemple, un fonds qui fait 50%, un autre qui fait 20% et un autre qui fait 10%, regardez qu'est-ce qui se passe quand ils baissent, tout simplement. Généralement, quand tout perd et en période de crise, les fonds, peu importe le risque, ils vont perdre plus ou moins la même chose, environ 20-30%. Et du coup, essayer de faire un peu ce comparatif, qu'est-ce que je peux gagner et qu'est-ce que je peux perdre. Et quand vous y croyez plus, comme moi en ce moment, c'est mon avis personnel, placez tout simplement sur du monétaire pour revenir après sur une épargne en action quand ce sera plus bas. Je vous remercie, on va rendre la salle. Si vous avez des questions complémentaires, vous avez juste à les poser en dehors de la salle. Merci beaucoup pour votre présence.